Merci pour votre présence, votre temps et votre expertise, Cindy. Parfait. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais juste partager mon écran. Je vais partager les diapos avec vous. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Oui, ça va? Parfait, parfait, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais garder un œil dessus. Ma collègue Alissa, qui est avec moi aujourd'hui aussi, peut aider à répondre aux questions. Donc, aujourd'hui, on va parler. Je vais juste changer ça ici. Parfait. Des plans de gestion de données. Donc, merci à notre collègue Alix qui travaille à Sainte-Justine d'avoir fait la traduction de notre PowerPoint qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, premièrement, voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'un PGD? Pourquoi c'est important d'en écrire un? Où est-ce qu'il se place exactement dans le processus de recherche? Donc, à quel moment est-ce qu'on devrait écrire un PGD ou peut-être se référer à notre PGD? Après ça, on va vraiment aller un petit peu plus en profondeur sur comment écrire le PGD et quoi inclure comme information à l'intérieur. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un plan de gestion de données? Donc, un plan de gestion de données, c'est vraiment un document qui va nous aider à présenter les différents outils, les méthodes et les procédures qu'on va utiliser pour gérer nos données. Et quand on parle de données, vraiment, ça peut être n'importe quel type d'information. Donc, ça peut être des chiffres, ça peut être des statistiques, ça peut être aussi du texte, des images. Et c'est vraiment une façon de planifier comment on va faire la collecte de nos données et aussi comment on va les partager dans le futur ou les conserver à long terme. Donc, comme on voit, c'est un outil qui peut vraiment changer tout au long de notre projet de recherche parce que des fois, bon, quand on fait des découvertes ou quand on est un peu dans le milieu de la recherche, on voit que les choses peuvent changer. Donc, c'est vraiment un document qu'on peut mettre à jour et qui peut évoluer, contrairement à un document où on fait une demande d'éthique, par exemple, qui sont vraiment plus rigides, puis il faut soumettre des amendements très spécifiques pour changer les choses. Un plan de gestion de données peut changer tout au long de la recherche, mais c'est quand même important comme vraiment d'y penser au début de notre recherche. Puis on va voir ça dans un instant. Donc, pourquoi est-ce qu'on prendrait le temps d'écrire un PGD? Donc, vous avez vu la dernière diapo, ça inclut quand même beaucoup d'informations, donc quand même du temps qu'il faut assigner à ça. Donc, c'est un outil qui est très utile pour les équipes de recherche ou même pour soi-même. Donc, quand je fais un projet de recherche par moi-même, ça peut être très utile de me dire, voici comment je vais organiser mes données, comment je vais les collecter, comment ensuite je vais les stocker pour un peu plus de long terme. Et maintenant, c'est une exigence des organismes de subvention. Donc, les 3 organismes du Canada demandent maintenant des plans de gestion de données. Je pense que ça s'en vient aussi pour celui du Québec, si je ne me trompe pas. Donc, un peu comme tout ce qui est libre accès qui ont mis en place il y a quelques années. Maintenant, ils mettent en place des demandes de plans de gestion de données. Donc, c'est assez important qu'on fait de la recherche si on a des fonds de recherche de soumettre ce document-là. C'est quelque chose aussi qui est fait à l'international depuis quelques années. Donc, par exemple, aux États-Unis, je sais en Europe aussi, ça fait quelques années déjà qu'ils demandent un plan de gestion de données quand on fait une demande de financement. Et certaines fois aussi, quand on peut soumettre une demande d'éthique pour la recherche, si vous en avez déjà soumis un, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent en fait. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut réutiliser ou aller un petit peu plus en profondeur, mais il y a aussi certains comités d'éthique qui vont demander les mêmes questions, surtout pour ce qui en est de comment les données vont être conservées, collectées, archivées à long terme. On pose souvent les mêmes questions. Donc, ça peut nous aider dans les 2 sens de penser à cette information-là. Ensuite, si on parle un petit peu du cycle de la vie des données de recherche ou de notre projet de recherche, donc comme je vous ai dit, un PGD peut vraiment évoluer tout au long de notre recherche, mais c'est toujours bien d'y penser au début et de l'écrire au début.
Donc, pourquoi il peut changer tout au long? C'est que des fois, ce qu'on pensait faire au début peut changer un petit peu plus, un peu plus tard. Mais vraiment, y penser dans la section ici qu'on voit où c'est création et dépôt de données, dans la planification et le design de notre projet de données, de notre projet de recherche. Et ensuite, aller on peut après ça commencer notre collecte de données, une fois qu'on a préalablement déterminé comment on était pour faire ça. Ensuite, aller dans de gestion des données actives. Donc, quand on fait vraiment l'analyse ou on collabore avec des gens sur notre projet de recherche. Ensuite, c'est la phase dépôt et archive de données. Donc, stockage, partage de publications. Et après, si on les entrepose à plus long terme dans des registres de données, comment ils peuvent être découverts, réemployés et cités. Donc, vraiment, vous allez voir quand on va regarder les différentes sections du PGD et l'outil qui peut nous aider à le faire. Il y a des questions qui sont vraiment attitrées pas mal à chaque section du cycle de vie de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on peut, comme je le mentionnais, le changer au fur et à mesure. Des fois, on réalise certaines choses en avançant, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'y penser au début du projet de recherche. OK. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on écrit un PGD en particulier? Donc, la bonne chose, c'est qu'il y a une multitude d'outils qui peuvent nous aider en ligne, particulièrement l'assistant PGD de l'Alliance. Donc, je vais vous montrer quelques diapos avec des exemples dans les prochaines minutes. Si on a le temps, on va pouvoir vous montrer une version en ligne aussi. Donc, souvent, ce qui est bien avec l'assistant PGD, c'est qu'il y a déjà des modèles qui ont été créés dont on peut se servir un peu pour écrire nos propres PGD. Donc, il y a des méthodes mixtes, donc si on fait des sondages, des entrevues, il y a des exemples pour la neuroimagerie, histoire et humanité, qualité de l'eau, sciences de la santé. Donc, vous voyez vraiment une multitude de sujets différents. Donc, l'Alliance a aussi beaucoup d'autres publications et guides qui peuvent être utiles, des exemples aussi. Donc, ça peut être très utile. Et il y a différentes ressources aussi qui existent en anglais. Donc, DMP Online, par exemple, du Royaume-Uni, DMP Tool aux États-Unis et certaines ressources au CNRS et de l'Institut Pasteur. Donc, pour vous donner un petit survol de l'assistant PGD de l'Alliance. Donc, voici la page d'accueil. Je vais mentionner, par contre, que je pense qu'il va y avoir une mise à jour la semaine prochaine. Donc, il y a peut-être des petites choses qui vont changer, des petites fonctionnalités qui vont différer un petit peu. Mais c'est toujours bon d'avoir une idée à quoi s'attendre. Donc, ça, c'est la page d'accueil ici où on peut, premièrement, créer un compte, ce qui est gratuit, vraiment super. Donc, on peut se créer un compte et ensuite avoir accès à l'assistant PGD qui va vraiment être un outil super utile pour nous guider à travers toute la création et l'écriture du PGD. Donc, on voit ici la page d'accueil, comme je le mentionnais. Si on a déjà un compte ou si on peut tout simplement juste s'identifier. L'outil est disponible en français et en anglais. Donc, dans le petit coin ici en haut à droite, on peut changer la langue. Donc, dépendamment de ce que vous préférez, les gens avec qui vous collaborez, l'option est disponible. Donc, une fois qu'on est entré dans l'assistant PGD, c'est de ça ici que ça va de l'air. Donc, là, j'ai un tableau de bord fictif avec déjà des PGD. Donc, si j'en ai qui sont déjà créés, on peut retourner faire des corrections, des changements. Mais on a aussi l'option ici dans le bas de créer un nouveau plan. Donc, c'est le chemin qu'on va suivre aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il y en a quand on crée un nouveau PGD. Donc, quand je crée un nouveau plan, c'est ce qui est vraiment bien avec ce modèle-là ici, c'est que j'ai tout simplement juste les boîtes à remplir. Puis ça va être la même chose quand on va entrer dans plus vraiment l'information qui est en lien avec les données de recherche. Ça va vraiment... pardon, j'essaie de bouger ma diapo, mais il ne veut pas.
ça va vraiment nous donner tout ce qu'on a à remplir. Donc, on n'a pas à chercher ou se demander quelle information il faut que je soumette. Ça va vraiment nous donner qu'est-ce qu'il faut remplir. Donc, c'est un peu la même chose quand on crée un nouveau plan. Donc, on peut spécifier le projet de recherche, si on travaille avec un organisme particulier, puis si on veut utiliser un des modèles que je mentionnais qui peut nous aider. Donc, vous voyez, on les a vraiment pour une multitude de domaines d'études, des arts, histoire et humanité, santé, même interaction moléculaire. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, une fois qu'on a créé notre nouveau plan, comme je mentionnais, il y a les exemples de modèles ici que je peux vous montrer. Donc, si on va juste voir les exemples. Donc, je vais juste m'assurer. OK, donc on le voit bien ici. Donc, vous voyez toute la liste, puis comme ça, vous pouvez préalablement vérifier ceux qui sont peut-être utiles pour vous. Donc, si je regarde ici, par exemple, le modèle pour les méthodes mixtes, je peux voir le type d'information qui va être demandé. Malheureusement, il n'y a pas de l'air à apparaître. Mais idéalement, on pourrait voir l'information qui est demandée. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'aime pas vraiment aujourd'hui. Donc, on a les différents exemples ici qu'on peut voir. OK. Donc, ensuite, si on vient à notre tableau de bord aussi, on a toujours l'option de décider si on veut partager, par exemple, notre PGD. Donc, si on veut donner accès à d'autres personnes, si on travaille dans un projet de groupe, par exemple, ça peut être utile. Et on peut également, à partir du tableau de bord, modifier, partager, comme je mentionnais, télécharger une copie. Donc, au moment où il faut soumettre à notre agence de financement, par exemple, on peut tout simplement le télécharger et l'ajouter à notre autre documentation, mais on peut également le copier. Donc, si vous avez des projets qui utilisent des méthodes similaires ou qui ont des projets des PGD similaires, on peut tout simplement juste les copier et faire certaines modifications, ce qui peut nous sauver beaucoup de temps. Donc, voici un exemple un peu pour vous montrer de quoi ça a de l'air quand on crée un nouveau projet et le type d'information qu'on est demandé à inclure. Donc, on peut mettre notre titre de projet, inclure un résumé, inclure les dates, par exemple, s'il y a un identifiant, si on a un organisme subventionnaire, un statut de financement, ce type d'informations-là. Et ensuite, donc ça, c'est les détails du projet. Ensuite, on peut ajouter les contributeurs. Donc, comme je le mentionnais, si on travaille en équipe, si on a peut-être des assistants de recherche qui travaillent avec nous, des étudiants gradués, par exemple, on peut les faire contributeurs. Donc, on peut inscrire leur information, leur orchidée, et aussi, on peut leur donner un rôle, si on veut. Donc, est-ce qu'ils sont administrateurs, collaborateurs? Et on peut également contrôler l'accès qu'on veut leur donner. Donc, est-ce qu'on veut qu'ils puissent faire des changements ou juste consulter le document? C'est également possible de spécifier ces rôles-là. Donc, une fois qu'on entre vraiment plus dans rédiger notre plan, donc vraiment la section rédiger un plan, on voit ici les différentes sections et les différents types d'informations qu'il faut nous demander de collecter et de fournir. Et puis, on va en parler un petit peu plus un petit peu plus tard de vraiment quelle section qu'est-ce que ça veut dire et on va parler de certains exemples. Mais en gros, on a la collecte des données, l'analyse, si on veut soumettre de la documentation, la sauvegarde, la préservation, s'il y a des conformités éthiques et juridiques, des responsabilités et un partage de données. Donc, si on repense à notre cycle de la recherche, le cycle des données de recherche, donc on voit que ça touche vraiment à chaque étape du cycle de recherche. OK. Donc, voici un exemple de
quand on rédige de qu'est-ce que ça a l'air un petit peu et des espaces qui sont dédiés pour ça. Donc, on est dans la section collecte de données et on voit qu'il y a comme 9 questions qu'ils nous posent. Dépendamment de votre projet de recherche, peut-être que vous ne répondrez pas à toutes les questions. Il y a peut-être des questions que ça va être plus court ou plus long. Encore là, ça dépend toujours du type de données que vous collectez et de l'analyse que vous faites. Mais on a toujours des questions comme point de départ. On peut inclure l'information. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça nous offre. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment par ce type de questions-là et qu'est-ce qu'on devrait inclure? Donc, dans ce cas-ci, quel type de données allez-vous collecter? Donc, ils veulent vraiment qu'on décrive tous les types de données au long de tout le processus de recherche en accordant une attention particulière aux données fournies par les participants. Donc, ça nous donne vraiment comme un bon cadre pour savoir quelle information inclure. Et si on regarde aussi dans les 2 options qu'on avait, on a aussi l'option commentaire. Donc, pour chaque question à laquelle on doit répondre, on peut ajouter un commentaire. Donc, soit peut-être pour soi-même, pour se souvenir de quelque chose, mais aussi si on travaille avec des collaborateurs puis on veut leur laisser des petites notes ou veux-tu relire cette section? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait ajouter quelque chose d'autre? Ça peut nous donner l'option de faire ça ici et de s'ajouter des petits commentaires. OK. Donc, comme je le mentionnais, c'est assez facile d'inviter des collaborateurs sur notre PGD dans l'assistant et on peut également leur donner différents niveaux d'autorisation. Donc, comme je mentionnais, juste lire les documents, ils sont copropriétaires ou éditeurs, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire des modifications. Donc, c'est assez facile d'inviter les gens avec leur courriel, s'ils ont déjà un compte ou s'ils en créent un. Donc, on a aussi plusieurs options pour le télécharger et le formater. Donc, comme je mentionnais, si on veut l'inclure dans une demande de financement ou peut-être avec d'autres documentations qu'on doit soumettre ou qu'on veut conserver, on peut le sauvegarder, par exemple, par CSV, en PDF, format texte, DocX, JSON. Donc, vraiment différentes façons de conserver le document et aussi de le formater. Donc, on peut spécifier la police de caractère, la taille, les marges, tout ce type d'informations-là. Donc, si on veut vraiment que ce soit similaire à notre demande ou à d'autres documents qu'on fournit, on peut s'assurer que notre format fonctionne. OK. Donc, on a vu un peu un aperçu des différentes catégories qu'il y a dans l'assistant PGD de l'Alliance, mais on va un petit peu parler un petit peu plus en détail de vraiment chaque section. Donc, si on parle du projet de recherche, donc vraiment une description, une liste des données collectées, qu'est-ce que ça veut dire? L'entreposage pendant qu'on fait notre projet, pendant qu'on fait l'analyse. Les intentions de rendre les données disponibles ou non. Il y a certains cas dans lesquels on ne veut pas nécessairement partager les données, si c'est des données sensibles ou qui contiennent de l'information personnelle. Et l'archivage, la conservation, plus à long terme, une fois que l'étude est terminée. Donc, ça a tendance à être comme les 4 grandes sections qui se retrouvent souvent dans les PGD. Donc, contenu d'un PGD, si on parle de type de données collectées. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous allez collecter, créer, acquérir, enregistrer? Qu'est-ce qui vont être les formats de données? Est-ce que les formats vont permettre la réutilisation, le partage, l'accès à long terme? Donc, est-ce que d'autres gens, si on les partage, est-ce qu'ils vont pouvoir les réutiliser? Est-ce que moi, dans quelques années, je vais pouvoir les réutiliser ou ça va me prendre un programme spécifique? Et quel format de données? Donc, quand on parlait, est-ce que ça va être des chiffres, des mesures, des images, du texte? Et aussi, une autre chose à penser qui est assez important et dont on discute dans d'autres ateliers, c'est vraiment de penser à comment est-ce qu'on va organiser tout ça.
toutes ces données-là. Et évidemment, plus on en a, plus ça peut être problématique. Mais quelles conventions ou procédures est-ce qu'on va utiliser pour structurer, nommer et contrôler les versions de nos fichiers? Donc, pour ne pas se ramasser avec plein de versions finales. Donc, ici, on fait, par exemple, une collecte de données et on a nos données initiales. Après ça, on a nos données qui ont été peut-être un petit peu nettoyées ou analysées. Vraiment pouvoir conserver toutes ces versions-là et aussi s'assurer que nommées de façon qui sont originales et utiles pour notre projet. Comme ça, si on y retourne dans quelques années ou même quand on travaille sur le projet, on va pouvoir les trouver rapidement. Mais aussi, particulièrement important, si on travaille avec d'autres personnes. Si on travaille dans le cadre d'une équipe, si on a des assistants de recherche, s'assurer que tout le monde utilise vraiment la même convention, la même façon d'organiser nos fichiers et de les nommer. Donc, par exemple, un exemple d'un projet de recherche que j'ai fait il y a quelques années, si les données, donc j'ai fait un projet de recherche, on a fait un sondage. Donc, les données vont venir d'un sondage rempli par des bibliothécaires canadiens et américains. On va collecter des informations démographiques ainsi que les perceptions des bibliothécaires sur l'intelligence artificielle dans les bibliothèques. Donc, notre but, c'est vraiment ça. Puis, pour aller à une étape un petit peu plus en profondeur, on devrait penser à comment on va nommer ces fichiers-là, comment on va les organiser pour être vraiment sûr que tout le monde ait la même compréhension de l'organisation. Ça, c'est un exemple un peu plus de base. OK. Donc, comme je le mentionnais, c'est important pour pouvoir nous comprendre, mais aussi si on partage nos données ou si on travaille dans une équipe, s'assurer que les gens puissent comprendre nos données. Donc, oui, dans la nomenclature et dans notre organisation, mais aussi, est-ce que ça prend de la documentation pour comprendre ces données-là? Est-ce que ça nous prend, par exemple, un dictionnaire de données? Est-ce que ça nous prend un fichier lisez-moi pour comprendre l'organisation de notre projet? Donc, c'est important de penser à ça, créer cette documentation-là qui est peut-être pas la partie la plus intéressante de notre projet de recherche, mais assez important et important de le faire de façon systématique aussi, s'assurer qu'on a toute l'information, qu'on puisse comprendre, bon, c'est quoi mes variables, c'est quoi les métadonnées que je vais peut-être collecter, quelles sont les données que je vais collecter. Donc, s'assurer vraiment d'avoir une documentation qui est assez forte pour que tout le monde comprenne. Et aussi, si on veut partager nos données, ça va être très important d'avoir des bonnes métadonnées. Donc, des métadonnées sont des données basées sur des données, là. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand vous venez à la bibliothèque et vous cherchez un livre. Si vous cherchez par auteur, titre, donc la maison d'édition aussi, l'année de publication, c'est toutes des métadonnées à propos du livre. Donc, on peut avoir la même chose sur nos données à nous et ça devient très important quand on veut après partager nos données. Donc, dans des systèmes un peu comme Dataverse, ça prend des bonnes métadonnées. Donc, s'assurer qu'on ait des livres de code, par exemple, si on fait des entrevues, pour être certain que les gens puissent comprendre nos données. OK. Donc, ensuite, si on regarde encore là, comment être sûr que les futurs chercheurs ou même nous-mêmes dans le futur, on comprenne nos données. Donc, je mentionnais les métadonnées et l'importance des métadonnées pour vraiment partager notre projet de recherche particulièrement et qu'il soit découvrable, que les gens puissent comprendre. C'est très important de penser à trouver un schéma de métadonnées. Donc, il y en a plein qui existent. Il y a beaucoup de disciplines qui ont leur propre schéma de métadonnées qui est vraiment spécifique pour parler de certains types d'informations. Il y en a un qui est très comme celui de base que beaucoup de gens utilisent, qui s'appelle Dublin Core. Mais il y en a des plus comme spécialisés un petit peu, encore là, dépendamment du projet de recherche. Donc, ici, on en a un, par exemple, Clinical Research Metadata Standard.
Donc, quelqu'un mentionne dans les commentaires les fichiers Lisez-moi et je suis contente de voir que c'est très utile. Donc, ici, on voit un schéma qui est utilisé pour la recherche clinique. Mais il y en a plein d'autres qui existent pour différents domaines. Puis, si vous n'êtes pas certain lequel qui est utilisé dans votre domaine, il y a certains guides qui sont disponibles ici. Donc, DCC a un très bon guide qui suggère des schémas de métadonnées. Mais on peut aussi chercher le nom de notre discipline et métadonnées, standard métadonnées, schéma métadonnées dans Google et en général, il va nous donner des bonnes suggestions. OK. Et maintenant, si on parle plus des exigences pour l'entreposage, donc l'entreposage pendant notre projet de recherche. Donc, on ne parle pas de long terme ou de conserver selon les demandes de recherche, demandes d'éthique qui nous demandent souvent de conserver l'information pendant 7 ans. Mais on parle vraiment, pendant qu'on est dans le projet, on fait notre analyse, on travaille avec des gens. C'est important de penser à nos critères d'entreposage. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pendant le projet en termes d'espace? Est-ce que ça va être des mégabits, gigabits, terabits? Et aussi en termes de temps. Donc, combien de temps est-ce que j'ai besoin d'avoir cet entreposage-là pendant notre projet? Où est-ce qu'ils vont être entreposés ou sauvegardés? Est-ce qu'il va y avoir des coûts rattachés à ça? Souvent, comme les systèmes infonuagiques ont des coûts rattachés, s'il n'y en a pas nécessairement un disponible ou travaillé, comme OneDrive, est-ce que ça engendre certains coûts qu'il faut débourser? Et comment est-ce que les gens vont avoir accès ou pouvoir modifier les données pendant le projet? Surtout si on travaille sur des projets à travers différentes institutions. Donc, s'assurer que les gens auront accès au même espace de travail, au même espace d'entreposage est très important. Donc, encore là, ça, c'est quelque chose qui peut changer pendant le projet de recherche. Donc, on peut réaliser qu'on pensait que ça va nous prendre 1 gigabit d'espace, finalement, ça prend 1 terabit d'espace. C'est correct que ça l'arrive, mais c'est bien de penser surtout aux questions d'accès au début du projet. Donc, très important. Et il y a aussi certains outils qui peuvent nous aider à estimer le coût rattaché à la gestion des données, qui peut être utile si vous voulez les mettre, par exemple, dans une demande de subvention. Donc, ça peut être un outil assez pratique parce que souvent, c'est des frais qui sont acceptables dans les demandes de fonds de recherche. OK. Donc, si on parle d'archiver à long terme, donc après que le projet de recherche est terminé, donc vraiment pour la conservation. Donc, voici un exemple où le projet, c'est d'identifier des IRM fonctionnels, donc en médecine, et c'est vraiment comme en neuroimagerie. Donc, on peut s'imaginer probablement comme des images et la quantité de données qui vont être collectées. Donc, il va y avoir 100 patients, incluant 50 cas contrôle au cours des 5 prochaines années. Donc, quand même beaucoup de neuroimagerie si on y pense. Donc, pour la conservation plus à long terme, donc, c'est important de penser à où est-ce que je vais déposer ces données-là à long terme et quelle va être l'accessibilité à la fin du projet de recherche. Pour s'assurer qu'on puisse y avoir accès. Si on veut retourner faire une deuxième partie, peut-être au projet de recherche, donner accès à d'autres gens. Donc, assez important de s'assurer qu'on va conserver notre accès ou on va les storer à long terme. Donc, on a un exemple ici où ils vont être mis dans un répertoire vraiment spécifique à ce type d'informations-là. Donc, ça peut être une bonne façon de les conserver à long terme, mais aussi de les partager si on veut, si c'est quelque chose qui est possible. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y avait des feuilles de consentement, par exemple, qui contiendraient probablement de l'information personnelle. Donc, ça, c'est probablement quelque chose qu'on ne voudrait pas partager ouvertement avec les gens. Mais si le répertoire nous donne une option de vraiment garder les choses privées sans les partager à grande échelle, c'est quelque chose qui est important à réfléchir au début du projet. Donc, comment on peut s'assurer que les données vont être prêtes pour la conservation? Il faut aussi penser au format
pour la conservation. Particulièrement si vous utilisez des programmes pour lesquels il faut payer pour avoir accès. Donc, on peut se dire, OK, oui, la suite Microsoft est disponible assez de façon ouverte à beaucoup de gens. On a tous Word et Excel. Mais si je veux vraiment conserver mon fichier Excel pour comme 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que le produit n'existera pas, peut-être qu'il va y avoir des modifications qui vont être faites et je serai plus capable d'ouvrir mon fichier. Donc, réfléchir à ça. Il y a des outils encore qui peuvent nous aider à déterminer c'est quoi le format adéquat pour la conservation. Donc, exemple, un format Excel, on voudrait le conserver en format CSV parce qu'on peut l'ouvrir dans d'autres programmes. Donc, on a l'option de l'ouvrir dans autre chose et souvent dans des formats qui sont plus ouverts. Donc, je n'ai pas à payer pour avoir accès à un programme. Ça arrive souvent, je travaillais beaucoup avec des étudiants en sciences politiques et ils utilisent beaucoup NVivo pour faire de l'analyse qualitative. Mais à chaque fois qu'NVivo faisait une mise à jour, leur fichier de l'ancienne version d'NVivo, ils ne pouvaient plus l'ouvrir puis ils ne pouvaient plus rien faire avec. Donc, ça devient assez problématique. Puis, ce n'était pas dans l'espace de beaucoup, beaucoup de temps. Là. Souvent, c'était en quelques mois, un an tout au plus, ils n'étaient plus capables d'ouvrir leur fichier. Donc, d'où l'importance de réfléchir et s'assurer de conserver, oui, peut-être un fichier dans le programme, mais aussi un fichier de conservation qui va avoir un format plus ouvert, mais aussi dans lequel, si on a certains documents ou informations sensibles, s'assurer qu'ils soient vraiment bien anonymisés, qu'ils soient désidentifiés aussi, et avoir la documentation justificative. Donc, particulièrement, si on nous demande de partager les données, qu'on ait l'explication de pourquoi certains éléments on ne peut pas partager et pourquoi certaines choses sont peut-être anonymisées pour protéger les gens. Donc, comme je mentionnais, on utilise des formats ouverts et non propriétaires le plus possible avec des matériaux d'accompagnement. Donc, comme je le mentionnais, avoir une bonne documentation est assez important. Okay. Donc, on a certaines ressources pour vous aider, puis on a un petit peu de temps, donc on va peut-être vous montrer, pouvoir vous montrer une démo du PGD. Mais on a des ressources qui ont été faites par nos collègues à Sainte-Justine en français. Donc, la gestion de données en français, par exemple, des modèles pour PGD, des guides sur les données sensibles. Et on a aussi le guide de l'Université du Québec sur la GDR, très bon, bien conçu. Puis à McGill, on a aussi des très bonnes ressources créées majoritairement par ma collègue Alissa. Donc, le guide GDR sur le site de la bibliothèque. On offre plusieurs ateliers également, particulièrement cette semaine, semaine de Love Data Week. Les bibliothécaires de liaison, comme moi aussi, offrent des services de soutien et on a des services de recherche en ligne. Donc, plusieurs options. Donc, si on veut peut-être partager le PGD. Je ne sais pas si Alissa est prête. Je peux peut-être vous montrer de quoi ça a l'air si vous avez des questions. Je pense que les diapos étaient quand même assez clairs. Des fois, c'est plus utile. Donc, si on va sur l'assistant, donc c'est très similaire c'est exactement la même chose qu'on a vu dans nos diapos. Donc, je sais que c'était beaucoup d'informations. Donc, est-ce que vous avez des questions? Des choses qui n'étaient peut-être pas claires? N'hésitez pas si vous voulez qu'on passe certaines sections. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Soit vous pouvez lever la main ou mettre dans le chat. L'assistant, est-ce que c'est
est-ce que c'est juste un prototype ou j'ai peut-être raté ça au début? C'est juste un prototype ou c'est un outil qu'on peut commencer à Non, non, utiliser? non, c'est un outil. Il est en ligne, vous pouvez l'utiliser. Il est bilingue. Il y a Et différents le lien est modèles. dans Slack, c'est ça? Je Là, crois que là, oui, on peut le d'accord. mettre. Il est aussi dans le chat ici. Ah, ok, merci beaucoup. Oui. Mais oui, ça fait quelques années, je pense, qu'il est en ligne. C'est juste qu'ils vont faire une mise à jour la semaine prochaine. Donc, ça se peut que certains petits outils changent de place, Merci, mais oui. ça, ça devrait être la même chose. Donc, je pense qu'il y avait une question aussi. Oui, bonjour Madame Hervieux. Bonjour. Je suis cancer en recherche au Cégep Édouard-Montpetit. Je m'excuse, je pars vraiment de loin, mais qu'est-ce que c'est qu'un schéma de métadonnées? Je n'ai aucune idée de ce que OK. ça représente. Non, c'est une super bonne question. Puis, donc, comme je donnais l'exemple comme un livre, par exemple, quand on pense aux métadonnées d'un livre, ça va être comme l'auteur, le titre, comme l'information de publication qui nous aide à retrouver le livre. Pour un projet de recherche, c'est une super bonne question. Ça va être l'information sur vraiment le projet de recherche. Donc, c'est qui le chercheur principal? Donc, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? C'est quoi le titre du projet? Quel type de données sont collectées? C'est quoi les variables, par exemple? Est-ce qu'il y a de l'information géographique qui est importante? Donc, est-ce que j'ai fait une étude des étudiants au secondaire à Montréal? Donc, c'est ce type d'informations-là qui vont vraiment plus décrire le projet de recherche en tant que tel. Donc, et aussi, c'est quelque chose qui va nous aider à, euh, nous, peut-être pas nécessairement mieux comprendre le projet de recherche, là, parce que c'est pas nécessairement un format qui est super pour un être humain à lire, mais c'est un format qui va aider les outils en ligne à mieux comprendre le projet de recherche. Donc, s'il faut qu'on dépose nos données dans quelque chose comme Dataverse, qui est une grosse banque de données, par exemple, ça va l'aider à prendre cette information-là. Puis quand les gens vont chercher projet de recherche données fait par Sandy Hervieux, ça va pouvoir sortir de cette façon-là. Donc, c'est une façon de d'écrire les données et d'écrire le projet de recherche. Est-ce que ça l'aide? Ben, en fait, ça, c'est pour les métadonnées, mais pour le schéma de métadonnées, c'est ce que je ne comprends pas, c'est le schéma lui-même, mais c'est qu'il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs façons de présenter des métadonnées. Oui, oui, oui. Puis ça dépend parce que si on pense, par exemple, à un projet en médecine, donc le projet de recherche va peut-être recueillir de l'information ou des types d'informations très différents qu'un projet en sciences humaines. Donc, les catégories d'informations, de métadonnées à soumettre vont être différentes. OK, Donc, parfait. c'est pour ça, dans ce sens-là, comme si on pensait à la neuroimagerie, par exemple, ou quelque chose avec des scans, la qualité d'information va être différente de si j'ai fait une recherche ou j'étais en sciences sociales, j'ai fait des entrevues avec quelqu'un. Donc, ça va être un petit peu différent. Puis, donc, il y a différents endroits en ligne où est-ce qu'ils vont suggérer certains schémas de métadonnées. Donc, il y a certaines disciplines qui vraiment comme, utilisent, tout le monde utilise la même. Il y en a d'autres que c'est un petit peu plus lousse et les gens prennent ce qui convient le mieux. Excellent. Ça m'a bien éclairé. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. Je sais que c'était beaucoup d'informations. On va partager aussi les diapos après. Ils sont également disponibles sur le guide GDR de la bibliothèque qu'on va mettre dans le chat. Donc, vous pouvez aller les télécharger. Puis, on est toujours disponible aussi pour répondre à des questions. Donc, autre question?
Est-ce que c'était une nouvelle question, Valérie, ou une ancienne question? Oui, c'est une nouvelle. OK, parfait. Je me demandais s'il existe, par exemple, un accompagnement personnalisé qu'on pourrait aller chercher auprès de l'Alliance de recherche numérique, par exemple, pour remplir un PGD avec un chercheur. Parce que c'est certain qu'il y a des questions, évidemment, assez pointues pour bien évaluer l'espace de données que ça va prendre, par exemple. Bon, dans certains cas, c'est peut-être plus simple à répondre que dans d'autres, mais est-ce qu'on peut avoir un service comme celui-là? Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils offrent en particulier à l'Alliance. Je sais qu'il y a beaucoup de documentation qui est disponible. Donc, en termes de support pour compléter des PGD, je sais qu'ils ont des modèles. Il y a des exemples publics aussi qu'on peut aller consulter. Des fois, ça peut nous aider, mais c'est certain que si les professeurs ont des questions très, très pointues, ça réglera, peut-être que ça ne répondra pas nécessairement à nos questions. On peut voir si. Je sais qu'ils ont une option de communiquer avec eux. Donc, ça peut être une option peut-être d'aller chercher de l'aide de cette façon-là. Je sais qu'il y a beaucoup de documentation, mais je ne suis pas certaine de l'accompagnement individuel. Mais c'est définitivement une bonne suggestion à faire, par exemple. Ouais. Parfait, parce que c'est sûr que les premiers, ça va quand même représenter un certain défi et ça va ramener forcément beaucoup de questions. Donc, oui, je ferai la suggestion à l'Alliance. Merci. Oui. Je sais qu'ils ont des guides, des productions, comment gérez-vous? Ils ont des tutoriels, des webinaires, des ressources de formation. Je ne vois pas rien de ce qui concerne nos services. Voilà. Ils ont des calculs informatiques. Donc, il semble avoir beaucoup de différents types de ressources disponibles. Donc, ça peut être une bonne ressource. Une option aussi, c'est de travailler avec les chercheurs et de leur demander, eux, de poser des questions à leurs collègues, parce que peut-être que leurs collègues ont dû faire la même chose avant. Peut-être qu'ils ont dû évaluer leurs besoins pour stocker des données. Comme ça peut nous aider à aller chercher des réponses sans nécessairement avoir à trop chercher. On a d'autres questions? Okay. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais rester ici entre-temps. On a encore du temps si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas, une fois qu'on a terminé, est-ce qu'on retourne à l'espace central ou... Oui. Premièrement, il y a Lydia qui peut interrompre l'enregistrement. OK. Et après ça, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu Leave Room pour revenir à la zone principale, mais à toute fin pratique, c'est terminé. Vous pouvez quitter et simplement poser des questions et suivre qu'est-ce qui se passe sur le Slack de l'École hivernale des sciences humaines et sociales. Parfait. Donc, peut-être qu'on peut arrêter l'enregistrement. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent poser des questions sans être enregistrés, ça leur donnerait la permission.